On se barre. On se barre. On se barre. On se barre avec Julie Rojon. Bonjour, je vous retrouve pour un nouvel épisode, cette fois, sur les troubles des conduites alimentaires. Après un traumatisme, un TCA peut prendre ses quartiers dans vos vies. Je sais que composer au quotidien avec un TCA peut être une véritable souffrance, et comme ça peut être difficile d'en parler. Je sais comme on peut avoir un sentiment de honte et de la culpabilité. Afin d'avoir des réponses sur toutes les questions que je me pose sur les TCA, je reçois aujourd'hui Julie Rojon, que je vais laisser se présenter. Mais, juste avant, je voudrais lui dire un immense merci d'avoir pris le temps d'apporter son éclairage, sans langue de bois. Je vous invite également à écouter son super podcast, En cas de tracas, se libérer de l'alimentation émotionnelle. Vous pouvez le retrouver sur les mêmes plateformes que le mien. Voici notre échange avec Julie, qui commence par sa présentation afin de mieux la connaître. Puis, place à notre entretien. Moi, c'est Julie Rojon. Professionnellement, je suis psychopraticienne. J'accompagne des personnes qui ont une relation à l'alimentation qui est difficile, qui est souffrante. On parle d'alimentation émotionnelle, on parle aussi de troubles alimentaires. Et pour ça, je vais accompagner les personnes avec des méthodes qui sont intégratives. Je vais utiliser les thérapies cognitives et comportementales, le coaching, je vais utiliser des techniques de libération émotionnelle et aussi des connaissances en naturopathie, en micronutrition, puisqu'il me semble aujourd'hui qu'on ne peut pas décorréler le corps de l'esprit et que nous sommes un tout. Et pour ça, je propose des accompagnements qui sont individuels et également une formation que je propose à des professionnels de santé ou des personnes qui ont envie de se reconvertir. Voilà, et sur le plan personnel, eh bien, je suis maman de 2 petits-enfants. Dis-moi, tu es venue aujourd'hui pour nous parler de ce qu'on appelle les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire. Est-ce que tu peux, parce que voilà, c'est un mot qui nous paraît énorme. Alors, qu'est-ce que c'est les TCA? Ouais, alors les troubles des conduites alimentaires, en fait, souvent on se dit, c'est pas moi, ça me concerne pas, puisqu'on pense tout de suite à l'anorexie mentale. On peut penser également à de la boulimie vomitive, mais en fait, c'est pas du tout que ça. Donc l'anorexie mentale, c'est des personnes qui vont se priver de nourriture et derrière, ils peuvent, enfin, se priver de manger pour plein de raisons différentes. C'est un trouble qui est très complexe et qui peut conduire, dans certains cas, à la mort. Donc c'est vraiment un trouble qu'on va prendre au sérieux et qui va être accompagné par des professionnels de santé agréés. On a aussi la boulimie, qu'elle soit vomitive ou non. Donc c'est le fait de manger des très grandes quantités de nourriture. On parle de pulsion, on parle de crise. Vraiment, c'est des moments où on ne peut pas stopper la machine. Et derrière, on va avoir ce qu'on appelle des phénomènes compensatoires. Donc ça peut être le fait de se faire vomir, de se purger. Ça peut être le fait, ça c'est moins connu du grand public, ça peut être de prendre des laxatifs, de faire du sport, de se mettre au régime pour compenser. Donc c'est des gens que on n'identifie pas nécessairement, puisqu'en fait, il n'y a pas de grosse variation de poids. Si c'est des personnes qui arrivent à bien cacher leurs troubles, eh bien, c'est très difficile pour l'extérieur de les déceler. Et puis, on a dans ces troubles qui sont classifiés également l'hyperphagie boulimique. Donc là, on va également manger de la nourriture en très grande quantité, sous forme, donc souvent des crises, compulsions, pulsions. Mais derrière, il n'y a pas de phénomène compensatoire. Donc, on ne va pas chercher à inhiber, à gommer la crise avec des pratiques voilà, sportives, régime, etc. Donc ça, c'est vraiment les troubles qui sont classifiés auxquels on va le plus penser. Après, il y en a plein derrière. Hein. Il y a l'orthorexie aujourd'hui, c'est l'obsession du manger sain. Il y a la bigorexie, qui est l'obsession qui est liée au sport, qui est en général reliée
aux questions du poids, de l'apparence, de la minceur. Donc il y a plein d'autres troubles, bien évidemment, qui peuvent se raccrocher à tout ça. Et moi, ce dont j'aime bien parler dans ma pratique, c'est finalement ce que je vais appeler des troubles alimentaires, mais qui ne sont pas classifiés aujourd'hui par la médecine. Je pars du principe que la moitié de la population occidentalisée souffre de son rapport à l'alimentation. Et cette souffrance, ben, elle rentre pas forcément dans des cases, des troubles des conduites alimentaires. Ça peut être, voilà, tous les jours, tous les 2 jours, je vais manger des chips, je vais manger une pâte à tartiner sans arriver à m'arrêter. Ça me rend extrêmement triste, j'y pense tout le temps, ça déclenche une énorme charge mentale. Voilà, c'est tout ça, ce aussi sur quoi je travaille. C'est des personnes qui ne sont pas nécessairement reconnues ou qui ne se reconnaissent pas dans les troubles alimentaires. Et pourtant, il y a un rapport à l'alimentation qui est souffrante. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, parce que finalement, pour moi, c'est assez tentaculaire. Et du coup, je me demande, mais pourquoi ces TCA apparaissent? Alors, c'est une question qui est extrêmement difficile, enfin, c'est difficile d'y répondre. Il y a autant de réponses, comment dire, il y a autant de personnes que finalement de réponses, puisqu'on est tous différents. Après, au point de vue théorique, on part du principe qu'il y a des facteurs qui sont des facteurs génétiques, épigénétiques. Alors, c'est la composition de mon microbiote, mon état de santé, la façon dont j'ai été éduquée, ça peut être aussi mon environnement familial, comment étaient mes figures d'attachement, tout ce avec quoi j'arrive au monde et avec quoi j'évolue. On a ensuite ce qu'on appelle des facteurs déclenchants. Donc les facteurs déclenchants, ça peut être une remarque de l'extérieur, ça peut être un traumatisme, ça peut être l'impact, l'influence sociétale sur le poids, sur la minceur. Là, si on parle des femmes, les injonctions faites aux femmes, enfin, il y a vraiment plein de choses qui peuvent rentrer dedans. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le troisième volet qui s'appelle les facteurs de maintien. C'est tout ce qui fait que je me maintiens dans ce trouble-là. Ça peut être les croyances, encore une fois, liées à l'apparence. Si je suis pas mince, c'est que je vaux rien. Si je mange pas parfaitement, ça n'ira pas. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que ben, le trouble persiste. Et en fait, là, je décris des grandes cases, mais en fait, ces grandes cases sont vraiment spécifiques à chaque personne. Et quelque chose que je vois en thérapie et en formation, c'est souvent on va chercher en fait pourquoi moi, pourquoi ça s'est déclenché, pourquoi moi et pas une autre, ou moi et pas un autre. Et en fait, c'est difficile de faire une rétrospective et de trouver tous les fautifs. On peut dessiner une esquisse, avoir une idée du tableau, mais en réalité, on ne saura jamais exactement le pourquoi du comment. Et j'ai envie de dire, quand c'est pas des troubles, des conduites alimentaires qui sont extrêmement graves, je trouve ça assez vertueux de se diriger vers l'alimentation, même si ça peut être difficile à entendre pour les personnes qui en souffrent, plutôt que de se diriger vers d'autres drogues, puisque c'est exactement le même mécanisme. Quand tu dis que c'est les mêmes mécanismes que pour la drogue, tu peux développer? Bien sûr. Alors, quand on va avoir, alors je vais vraiment parler des personnes qui, d'un seul coup, ont une pulsion, qui n'arrivent pas à s'arrêter. C'est le système nerveux qui va chercher un moyen de se calmer. Donc, il y a plein d'éléments qui sont qui rentrent en ligne de compte quand on a une pulsion alimentaire. Et là, même quand je vais les décrire, enfin, ma description va être non exhaustive, mais on a grosso modo nos émotions qui peuvent rentrer en jeu, notre système de pensée, donc ce qu'on appelle les pensées automatiques, c'est pas de l'ordre du raisonnement, c'est des pensées qui s'imposent à nous, qui sont la construction de notre personnalité. Et tout ça va induire un comportement qui en général est une pulsion alimentaire. Mais il y a aussi un système nerveux qui est souvent très activé, qui n'arrive plus à se calmer. On peut imaginer qu'on est dans une voiture et qu'on a la pédale d'accélération qui est enfoncée et que la voiture, elle n'arrive pas à se stopper. C'est comme si à l'intérieur de nous, ça allait exploser, qu'on allait avoir un carambolage. Donc, il faut absolument appuyer sur la pédale de frein. Et la pédale de frein, eh bien, ça peut être la nourriture. C'est à peu près les mêmes mécanismes qui se passent quand on va se diriger vers des drogues, ou ça peut être vers du tabac, vers de l'alcool. Et d'ailleurs, souvent, quand on rencontre des troubles avec l'alimentation,
Il y a ce qu'on appelle une comorbidité, alors c'est pas un très joli mot, mais on va dire une corrélation entre la prise alimentaire et le tabac, la cocaïne, le cannabis, l'alcool. Et c'est quelque chose que moi je vois très 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 souvent en consultation. C'est comment est-ce que je fais éteindre quelque chose qui à l'intérieur de moi est dissonant et dysfonctionnel, me fait souffrir. Et il me semble assez sage finalement de se diriger vers la nourriture quand on pourrait se diriger vers une autre substance qui est davantage, bien évidemment, addictive et qui peut avoir des répercussions qui sont encore plus délétères. Et du coup, ces TCA, ils peuvent, si je comprends bien, apparaître, parce qu'on n'arrive peut-être pas à gérer une émotion ou par exemple quand on souffre d'un psychotrauma après des violences, je pense à des violences conjugales, les violences Mm. intrafamiliales, des violences sexuelles, voilà, ça peut apparaître suite à ça? Bien sûr, et ça peut être un facteur déclenchant. J'ai mon terreau qui fait que bah, je suis peut-être prédisposée à tout ça. Et quand on parle de violence familiale, de violence conjugale, bon, peut-être qu'on est tous disposés, enfin, comment dire, peut-être que on peut partir du principe que chaque personne aura besoin de trouver un moment donné un élément pour s'anesthésier, pour se calmer. Ça me paraît tout à fait normal et entendable. Et quand on vit ce genre de situation, qui sont de l'ordre du traumatisme, et il n'y a pas d'échelle dans le trauma, on peut chercher à certains moments un effet sédatif, un effet anesthésiant qu'on trouve avec la nourriture, qu'on va trouver avec des aliments qui sont sucrés, avec des aliments qui sont gras. Et à ce moment-là, ce qui se passe dans le corps humain, c'est qu'il y a le trauma qui revient, donc sous forme en général, ça peut être émotionnel, ça peut être système de pensée, ça peut être des images, ça peut être aussi totalement diffus des sensations du corps. Donc là, on peut parler aussi du système nerveux. Et à ce moment-là, on a un système à l'intérieur de nous qui est très intelligent. On a un pompier qui vient éteindre le feu parce qu'on ne peut pas revivre tout ça, on ne peut pas laisser tout ça remonter à la surface. Et ce pompier, eh bien, ça va être la nourriture, qui nous permet d'avoir un effet sédatif, anesthésiant, sur le moment de nous sentir mieux, c'est aidant. Le problème, c'est que derrière, généralement, ça crée de la souffrance, ça crée de la culpabilité, et finalement, on va se focaliser sur les troubles alimentaires plutôt que sur le traumatisme, qui est d'ailleurs aussi une stratégie assez intelligente, puisque finalement, je dépasse le curseur et je vais m'occuper de ça plutôt que de m'occuper de ce qui est extrêmement souffrant et difficile à regarder en face. Du coup, est-ce que finalement, si c'est lié à, voilà, à des émotions, à un psychotrauma, si on écoute quelque part ces émotions, on peut le contenir, son TCA? Non. Alors pour moi, c'est pas possible. Quand on a, là je vais encore parler de pulsion parce que bien évidemment, il peut y avoir l'anorexie qui rentre en ligne de compte, hein, quand on a vécu des traumas. Moi, c'est pas ma spécialité. Donc je mets ce volet-là de côté. Je vais plutôt parler des personnes qui vont se remplir, qui vont, voilà, qui vont manger. Sur le moment, quand on sent que on va avoir une pulsion, c'est souvent moi le vocabulaire que j'entends, c'est il y a quelque chose qui s'empare de moi. C'est comme s'il y avait une dissociation à ce moment-là, même si au point de vue psychologique, c'est pas exactement ça, mais je me vois au-dessus de mon corps, il y a un ouragan, il y a un truc, voilà, c'est plus grand que moi, et je vais me diriger vers la nourriture. À ce moment-là, si on écoute en écoutant ses émotions, si on se dit, ah bah, j'écoute mes émotions, je vais être assis sur une chaise et puis je vais laisser passer tout ça, et puis on va voir ce qui se passe, ça ne fonctionne pas. C'est un peu la même technique que se dire, bah, aller boire un verre d'eau, aller faire le tour du pâté de maison. Et comme ça va nous permettre d'éviter de manger. Ça ne fonctionne pas. Alors peut-être que ça peut fonctionner une fois sur 100, mais la plupart des cas, ça diffère la prise alimentaire et la prise alimentaire va être encore plus grande puisqu'à ce moment-là, le corps en a besoin. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller parler de ses émotions dans un cadre qui est sécurisé, souvent avec un thérapeute, dans le cadre d'accompagnement, avec une association qui est spécialisée, voilà, vraiment dans un cadre qui est bienveillant, avec des personnes qui sont formées. Et c'est à ce moment-là qu'on va aller parler de ses émotions, qu'on va aller les creuser petit à petit, à son rythme, mais pas sur le moment. Tu disais, le corps a besoin finalement de se remplir ou de se vider. Ouais. Pourquoi en fait? Pour avoir cet effet sédatif. En Hmm. fait, il y a si lors de pulsions alimentaires, donc on va manger si on parle de boulimie, d'hyperphagie, on va pas manger
de gâteau. Enfin, ça, c'est juste un goûter normal ou un dessert normal de la vie de tous les jours. On va manger, je sais pas, un paquet de gâteaux entiers, on va manger, je sais pas combien de cuillères de pâte à tartiner, des choses grasses, etc. Et ce qu'on va manger va vraiment avoir cet effet sédatif et anesthésiant au niveau du cerveau. Il y a vraiment, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà expérimenté, il y a vraiment quelque chose de... on se relâche et on se sent mieux. Et la même sensation va être ressentie lorsqu'on se purge. Je vais prendre des laxatifs, je vais vomir, je me dis que je vais me reprendre en main, je vais faire du sport, je vais faire un régime. On est aussi à ce moment-là dans une logique de purge et de contrôle. Je reprends le contrôle de ma vie. Et lorsqu'on a vécu des violences, eh bien, à ce moment-là, je reprends le contrôle. C'est une façon aussi de me sécuriser. Donc, il y a l'effet sédatif qui vient et puis il y a aussi l'effet derrière de contrôle, de je reprends ma vie et finalement, je contrôle mon alimentation, je contrôle ce corps qui m'appartient. Et c'est tout ça, toute cette logique-là qu'on retrouve dans les troubles alimentaires. Ah bah oui, bah justement, j'allais te poser la question. Est-ce que c'est pas une façon aussi d'avoir ou de reprendre quelque part le contrôle sur son corps, ou en fait justement on contrôle rien du tout, ou est-ce que c'est parce qu'on se déteste inconsciemment qu'on s'inflige ça? Il y a autant, alors toutes les réponses sont justes. Et en fait, ça dépend vraiment de la typologie de la typologie du vécu de la personne. Donc, ça peut être un moment où effectivement, on va retrouver le contrôle. Et tu dis, on contrôle rien. C'est l'impression qu'on peut avoir. En fait, on a l'impression de rien contrôler quand il y a des grandes pulsions alimentaires, mais les personnes qui ont des troubles alimentaires, c'est les personnes, moi je trouve, qui ont le plus de volonté, qui ont le plus de contrôle. Et d'ailleurs, souvent, c'est des personnes qui sont vraiment dans le contrôle, qui ont ce qu'on appelle des idéaux exigeants et qui sont extrêmement tenaces, extrêmement performantes. Et à ce moment-là, quand je vais contrôler mon alimentation, ce qui est 99% du temps, et puis peut-être que 1% du temps, il y a des pulsions alimentaires, ce contrôle va être extrêmement rassurant. Et la première partie de ta question, je l'ai oubliée. C'était, C'est ce tu que évoquais c'est un une... autre cas de figure. Alors est-ce que en fait finalement c'était quand en fait finalement ce TCA c'est pas reprendre quelque part le contrôle sur son corps, ou justement on contrôle absolument rien en fin de compte? Oui, et c'est ce que tu disais, oui, oui, c'est très juste. Ça peut être aussi une façon de me punir. En fait, derrière, s'il y a une sorte de dégoût vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon corps, vis-à-vis de ce que j'ai vécu, eh bien, l'alimentation peut aussi arriver comme une punition. De toute façon, foutu pour foutu, ça peut être beaucoup de honte, de culpabilité, donc des mots qui peuvent être très durs vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ce qui s'est passé. Eh bien, l'alimentation va à ce moment-là répondre à cette émotion et faire comme un biais de confirmation parce que potentiellement, si derrière il n'y a pas de mesure compensatoire, mon corps va changer, je vais me sentir mal, je vais avoir une estime de moi qui va être encore plus difficile, encore qui va dégringoler, sachant que l'estime de soi dans les troubles alimentaires, elle est souvent pas très haute et elle va dégringoler au fur et à mesure du temps parce que je vais me dire que de toute façon, je suis nulle, j'arrive pas à me contrôler, j'y arrive une semaine, puis après, ça retombe, et puis mon corps a changé, ou pas, ou ceci, ou cela. Et finalement, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc, ces deux cas de figure sont tout à fait possibles. Et les deux pourraient arriver pour une même personne. Il y a des moments où je me dégoûte, je me sens vraiment trop nulle. Et du coup, et encore, je suis très gentille dans le vocabulaire que j'utilise. C'est souvent des mots qui sont extrêmement durs qu'on emploie vis-à-vis de soi. Donc à ce moment-là, je vais manger, et puis après, je me dis, bon, ça suffit, je reprends le contrôle de ma vie. Je vais rentrer dans une période où je vais vraiment avoir à cœur de diriger mon alimentation. J'y pense tout le temps, mon corps, peut-être que je fais du sport. Et en fait, ces phases vont s'alterner. Donc effectivement, ouais, il peut y avoir cette impression de là, je contrôle mon poids, donc pour une fois, j'arrive à contrôler quelque chose dans mon corps, et le poids peut être une réponse finalement. Et exactement, peut être une réponse à tout ça. Et le poids apporté à la question de l'apparence est extrêmement central dans les troubles alimentaires. C'est quelque chose qui est véhiculé dans notre société. Si on va dans d'autres pays, je pense notamment
à des pays africains où l'image du corps, notamment de la femme, est complètement différente. On n'a pas cette pression à l'apparence, à la minceur. Eh bien, en Occident, en tout cas, notre curseur peut se diriger vers ce poids, vers l'apparence, qui va cristalliser les troubles alimentaires. Parce que euh, si on n'avait pas cette obsession d'être mince, de se sentir bien, de rentrer dans un corps qui est normé, enfin, en fait, prendre 10, 20 kilos, si on n'a pas de problème de santé, si c'est pas une question, en fait, on s'en ficherait. Et du coup, il y a un verrou, là, des troubles alimentaires qui tomberait complètement. Et c'est pour ça, c'est une des raisons en tout cas qui fait qu'on va se diriger vers le contrôle d'un corps qui serait le plus mince possible. En tout cas, c'est souvent dans cette direction qu'on se dirige. Quels sont les signes qui doivent nous alerter pour nous-mêmes, ou même si je pense qu'on sait bien se mentir à soi-même, ou pour un proche nous dire bah là ça vire au TCA en fait. Alors, idem, j'arrête pas de te faire des réponses non-réponses en te disant c'est du cas par cas. Mhm. Alors, ce qui pourrait rentrer en ligne de compte, c'est un changement corporel qui est important, qui est rapide, une prise de poids importante, une perte de poids importante. Ça peut être pour les femmes une rupture du cycle, enfin une rupture, en tout cas un cycle hormonal qui va tourner différemment avec une aménorrhée, donc une absence de règles parce que le corps est dénutri, il n'a pas en tout cas assez de nutriments pour entretenir ses fonctions reproductives. Ça peut être une souffrance qui est importante, qu'on voit souvent, il y a de la déprime et de l'anxiété on parle aussi de comorbidité avec les troubles alimentaires et souvent de la dépression et de l'anxiété, donc ça peut être un signe aussi. On peut voir quelqu'un qui va s'ostraciser, qui va être en rupture de lien social. Je vais plus à une soirée, je vais arrêter de manger, je vais boire de l'alcool, j'ai peur de sortir, toute ma vie tourne autour du sport. Il y a une obsession du bien manger, on voit que il y a des règles alimentaires qui sont peut-être un petit peu trop rigides. Tout ça, ça peut être des faisceaux d'indices qui nous laissent dire que il y a quelque chose qui est dysfonctionnant. Après, quand on est dans l'entourage, c'est très compliqué d'entrer comment dire, en relation de façon habile avec des personnes qui sont en souffrance. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui nous fait dire aussi qu'il y a un trouble alimentaire? C'est la souffrance. Et là, tout à l'heure, j'évoquais aussi tous les troubles qui rentrent pas dans les cases, qui peuvent générer autant de souffrance pour la personne, parce que finalement, la souffrance, c'est très individuel, que des troubles alimentaires qui sont classifiés. Et là, cette souffrance, parfois on l'aperçoit, parfois on l'aperçoit pas. Et d'extérieur, souvent, on va se dire, écoute, j'ai repéré que tu mangeais un paquet de gâteaux au chocolat, de gâteaux par jour. Est-ce que ça va? Et là, en fait, la personne, elle peut se sentir agressée, elle peut se sentir un peu coincée parce que finalement, on l'a vu, on va la juger, souvent on va lui donner des conseils. Et donc, l'approche, quand on a quelqu'un dans notre entourage qui souffre de troubles alimentaires, elle va être extrêmement fine. Il faut y aller avec des pincettes. J'ai l'impression que ça va pas, que peut-être ton rapport à l'alimentation a changé. Tu sais que si tu as besoin d'en parler, eh bien, je suis là. Puisque la personne qui souffre de son rapport à l'alimentation, tant qu'elle n'a pas décidé elle-même de s'en sortir, de demander de l'aide, elle ne le fera pas. Et plus on va en faire un sujet en tant que proche, plus on va agir en tant que facteur de maintien. Donc si moi, parce que je suis une sœur, je suis une mère, je suis une copine, j'en fais un sujet constant, je vais être un facteur de maintien et je vais potentiellement contribuer à envenimer le trouble ou en tout cas à l'entretenir. Donc peut-être la meilleure posture qu'on peut avoir, c'est j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Si tu as besoin, quand tu as besoin, je suis là, je serai là. Et tant que la personne après ne nous sollicite pas, on va pas lui donner de conseils, on va pas lui donner le nom de thérapeute, on va pas lui dire quoi manger. Juste, on lui rappelle qu'on est là s'il y a besoin. Et bien évidemment, s'il y a danger de mort, si on voit que la personne se met dans des situations qui sont extrêmement préoccupantes et qui pourraient intenter à sa vie, eh bien là, on peut prévenir le corps médical, il y a des numéros d'urgence, etc. Oui, parce que il peut y avoir finalement, comme on disait, reprendre le contrôle. Il peut y avoir, on peut heurter la personne parce que finalement cette personne, elle peut se dire que, bah,
pour elle, c'est rassurant en fait de contrôler ce qui Bien va sûr. rentrer dans son corps, de compter les calories parce que pour elle, ça peut être une forme de cocon. Et là, du coup, ça vient quelque part la heurter comme si elle faisait mal les choses en fait finalement. C'est ça, on vient l'agresser, on vient Mhm. lui pointer du doigt que c'est un problème, alors que, en fait, dans une phase de vie, on parlait de trauma, et ben, en fait, cette période, alors, elle est pas souhaitable d'un point de vue extérieur parce qu'on se rajoute de la souffrance, mais en réalité, pour l'individu qui traverse cette période-là, ben, c'est son moyen de tenir la route. Donc, si compter les calories, avoir une alimentation hyper normée, etc., lui permet pendant un temps d'aller mieux et de garder la tête hors de l'eau, bah, en fait, pourquoi pas? Je me fais l'avocat du diable, hein, parce que bien évidemment, c'est pas souhaitable de compter ses calories, de vivre de cette façon-là. Mais peut-être que à ce moment-là, pour cette personne, ça génère pas de souffrance. C'est rassurant, c'est sécurisant, c'est un pilier qui est important. Et petit à petit, elle pourra en sortir. S'il y a un travail qui est fait en psychotrauma, si voilà, on avance au bout d'un moment, bah, en fait, tout ça peut se délier puisqu'on n'aura plus besoin de cette béquille. Et si cette béquille, elle reste parce qu'il y a un phénomène d'habituation, parce qu'il y a des systèmes de croyances qui se sont mis en place, et ben chaque chose en son temps. On ira travailler dessus dans un deuxième temps, quand on sera allé travailler sur le psychotrauma, si ça gêne la personne. Parce que le baromètre, c'est aussi si la vie de la personne n'est pas en danger, si ses conditions de vie ne sont pas altérées, qu'elle a envie de vivre comme ça, ben, de l'extérieur, qui on est pour dire à une personne de changer. Et tant que, en tant qu'individu, on ne souhaite pas accéder au changement, on n'accédera pas au changement. Et ce qui peut justement nous faire rester dans nos travers, c'est tous les conseils de l'extérieur. Même si on sort là, je sors du cadre de l'alimentation, Mhm. mais ça nous est tous arrivé à un moment donné de parler de ce qu'on vivait, de ce qu'on faisait, de l'organisation de notre quotidien, et d'avoir quelqu'un à l'extérieur qui vient nous contredire ou qui vient nous donner des conseils qui sont non sollicités. Ça nous énerve. Et en fait, on a ce qu'on appelle un phénomène de réactance. On a juste envie d'envoyer bouler la personne qui est en face, et ça nous renforce dans nos croyances. Mhm. Oui, tout à fait. Et du coup, ça m'amène à me dire, est-ce que on peut les gérer seul, est-ce qu'on peut gérer seul son TCA ou non, il y a un moment donné, il faut quand même faire appel à des professionnels parce qu'on peut se retrouver dépassé. Ouais, alors moi j'aurais envie de dire à deux ou même à plusieurs, si on a plusieurs accompagnants, Mhm. on avance beaucoup plus vite et on va beaucoup plus en profondeur. Donc j'aurais bien sûr tendance à dire faites-vous accompagner. Il y a plein de moyens de se faire accompagner aujourd'hui en fonction aussi de notre budget parce que bah, la santé mentale en France, on peut pas le nier, a un coût. Donc faites-vous accompagner. Après, ça dépend aussi du degré de souffrance et du degré de TCA. Il y a finalement des troubles alimentaires qui peuvent s'estomper seuls au fur et à mesure des années parce qu'on a beaucoup de lectures. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a accès à beaucoup d'informations. Là, tu vois, comme ton podcast, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de publications qui sont vraiment dédiées aux troubles alimentaires. Donc peut-être que soit aussi en autodidacte, eh bien, on va apprendre, on va réfléchir, on va se saisir d'outils thérapeutiques sans forcément se suivre de thérapie et on va s'en sortir, mais c'est à mon sens une infime minorité des cas. On peut souffrir de troubles alimentaires vraiment toute sa vie ou alors les atténuer, mais qui reste quand même certains résidus, une charge mentale, ce qu'on appelle de la restriction cognitive. Si je vais penser tout le temps à ce que je mange et à l'impact que ça peut avoir sur mon corps, je suis tout le temps un peu au régime, sans vraiment, voilà, sans vraiment le dire, c'est une préoccupation qui est là et qui finalement me bouffe la vie et me prend une partie de mon temps. Donc vraiment, ouais, moi, le grand conseil, c'est quand même de se faire accompagner et il n'y a pas d'âge. Moi, je reçois en consultation parfois des personnes qui ont 70 ans. Donc, on pourrait se dire, bah, de toute façon, à 70 ans, qu'est-ce qu'on va faire de la thérapie? Enfin, on a pas mal d'années devant nous, autant les vivre le plus sereinement possible. Et plus on agit tôt, plus ça fonctionne. Je reçois aussi pas mal de publics adolescents, jeunes adultes, je dirais entre 15 et 22, 23 ans. Et à ce moment-là, les thérapies, elles vont extrêmement vite et du coup, on résout le problème pour, bah, j'espère, hein, pour le restant de sa vie. D'accord, oui, donc on peut complètement guérir.
Oui, alors moi, vraiment, c'est un discours que j'ai et que je maintiens. On n'est pas tous d'accord. Moi, j'entends plein de personnes qui disent non, un peu comme finalement des personnes qui devraient s'abstenir, voilà, des personnes qui ont souffert d'une dépendance à l'alcool, à la cocaïne, etc. Et on reste malade toute sa vie. Moi, je suis pas d'accord vis-à-vis de la nourriture. La difficulté quand même avec la nourriture, c'est qu'en fait, on est exposé tout le temps. On peut pas, comme quand on souffre d'une dépendance à l'alcool, se dire, bah, en fait, j'y touche plus jamais, puisqu'on a besoin de la nourriture pour vivre et on y est confronté finalement bah, minimum 3 fois par jour. Et je crois qu'on est peu à manger que 3 fois par jour, on mange bien plus. Et donc la difficulté, elle est là, mais oui, on peut vraiment en guérir. Et parfois, ça prend du temps. On a la sortie des troubles alimentaires et ensuite on a la sortie de ce que j'évoquais, finalement les résidus des troubles alimentaires. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années, mais oui, on peut complètement en sortir et retrouver une vie qui est sereine, qui est saine avec la nourriture, où la nourriture est finalement un non-sujet. Alors quand je dis un non-sujet, parfois j'ai des boucliers qui se lèvent et qui me disent mais oui, mais on est quand même obligé de penser à son alimentation. Bah, bien sûr, je veux dire, si je mange des céréales matin, midi et soir, bah, il y a un moment donné, je vais avoir une mauvaise santé mentale, je vais pas me sentir bien dans mon corps puisque je vais dénutrir mon corps, je vais pas lui donner ce qu'il faut. Donc, il y a quand même une certaine mentalisation de ce qu'il faut que je mange, mes choix alimentaires, quand je vais faire mes courses, etc. Mais ça prend pas plus de place que ça. Et surtout, bah, je me fais plaisir, hein. Le plaisir, c'est quand même le nerf de tout ça. Et c'est absolument central dans notre rapport à l'alimentation. Et puis en plus, tu disais aussi que voilà, ça peut être lié à un psychotrauma, à une période, voilà, on guérit pas d'un psychotrauma, mais on est en rémission et du coup, c'est comme ça peut être lié à un psychotrauma. Si on travaille sur ce psychotrauma, finalement, le TCA arrive comme une phase dans la vie, Exactement. finalement. Exactement. Et moi, ce que je vois souvent, quand on travaille justement sur ce qui s'est passé, sur le trauma, au niveau des pensées, au niveau émotionnel, au niveau somatique, souvent, on voit une amélioration des troubles alimentaires, des prises alimentaires. Et moi, c'est vrai qu'en accompagnement, je travaille sur les deux versants. On va travailler sur le présent, sur ce qui se passe, sur ce qui se joue vis-à-vis de l'alimentation pour commencer à apaiser. Et on fait des flashbacks, on va en arrière, on va travailler sur euh, un des facteurs déclenchants, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se rejoue peut-être au niveau des pulsions alimentaires et on voit le lien direct avec le présent. Donc bien évidemment, en allant travailler là-dessus, bah, ça s'apaise. On guérit pas d'un psychotrauma, ça fait partie bah, après ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre ADN. Néanmoins, on peut peut-être l'imager en se disant, bah, au bout d'un moment, l'émotion, elle revient plus à charge 1000%. Elle revient peut-être à 30, 40%. Et je sais y répondre par des techniques émotionnelles, par des techniques somatiques. Et c'est plus une explosion. Et comme il n'y a plus d'explosion, bah, il n'y a plus besoin de phénomènes d'adaptation comme la prise alimentaire pour m'anesthésier et faire redescendre le baromètre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des parcours de soins face à un TCA? Est-ce que tu parlais des thérapies cognitives et comportementales? Est-ce qu'il y a que ça? Est-ce qu'on peut mettre voilà, de la sophrologie, du yoga, du sport? C'est quoi un petit peu C'est les tout parcours? ça. En fait, c'est tout ça. Alors, moi, ce que j'ai tendance à dire, je trouve un peu la guerre entre tous les styles de thérapie aujourd'hui, je trouve ça dommage. Il y a plein de types de thérapies aujourd'hui qui existent. Il y a les thérapies humanistes qui vont recréer du lien, de la sécurité. Il y a les thérapies cognitives et comportementales. Il y a les thérapies par la parole. Il y a les thérapies par le mouvement. Tu citais le yoga. Il y a la sophrologie. On peut aussi citer la psychanalyse. Moi, je suis pas une fan de la psychanalyse, mais en fait, il y a des personnes pour qui la psychanalyse va super bien fonctionner. Donc, moi, ce que je pense qui marche vraiment, c'est des techniques qui sont ancré dans le présent. C'est vrai que les thérapies, là, je te disais, bah, finalement, la psychanalyse peut fonctionner. Donc, si c'est voilà, si c'est votre dada, allez-y. Mhm. Mais sinon, j'aurais quand même tendance à orienter vers des thérapies qui sont voilà, humanistes, systémiques, des thérapies cognitives et comportementales où on décortique notre façon de fonctionner, ce qui se passe dans notre présent et ce qui est dérégulé pour aller travailler dessus. Et pour ça, il y a mille et une techniques. Ce qui va être super central et important,
c'est l'accompagnant, c'est le thérapeute qu'on va choisir. C'est 80% finalement du travail. Les techniques, elles sont importantes, mais elles sont presque subsidiaires. Quand on recrée du lien avec son thérapeute, avec la personne qui nous accompagne, eh bien c'est ça qui va faire que on va s'en sortir. On peut oser être soi, on peut découvrir qui on peut s'accepter. Et c'est vraiment ce chemin-là qui permet de s'en sortir. Après, les outils, les techniques, bien évidemment, il faut qu'elles nous plaisent, il faut qu'elles aient un, comment dire, un impact qui est important, puisque ce qu'on souhaite, c'est accéder au changement, mais elles sont presque secondaires. Donc, l'idée pour moi, c'est vraiment de se faire confiance, d'aller vers quelqu'un qui nous convient. Peut-être qu'on va faire un bout de chemin, 6 mois, un an, puis qu'après, bah, cette personne, elle ne nous conviendra plus et qu'on va se diriger vers quelqu'un d'autre, sans non plus faire des sauts de puce je fais 3 séances avec un tel, 3 séances avec un autre, etc. Ça, faut un peu s'en méfier. Mais voilà, de choisir la personne avec qui on va faire un bout de chemin et parfois on a du mal à la trouver. On va rencontrer un thérapeute, puis un autre, puis hop, 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 jusqu'à temps que la magie opère. La rencontre avec un accompagnant. C'est la même chose qu'une rencontre amicale. Il y a des gens super avec qui le feeling passe pas. Et il y a des gens super avec qui le feeling passe. Donc c'est vraiment ce vers quoi je pense on doit se diriger, se faire confiance, aller vers quelqu'un qui nous convient. Et après, toutes les techniques que tu as citées, elles sont pertinentes. C'est des techniques du corps. Voilà, tu parlais du yoga. Du yoga, c'est une technique somatique qui va faire du bien, qui va calmer justement le système nerveux. Voilà. Et ces pratiques-là, en fait, il en existe plein. Est-ce que c'est du sport? Est-ce que c'est voilà, il y a tout ça qui va être à prendre en compte dans le cadre de l'accompagnement. Ouais, en plus, le TCA est multifactoriel, donc peut-être que juste faire la paix avec son corps, ça résout pas forcément tout. Peut-être que faire du sport, c'est peut-être pas la meilleure réponse adéquate selon son bagage. Et puis des fois, il faut désamorcer aussi Exactement. Mm. peut-être des choses qui peuvent être ancrées dans l'enfance, en fait, aussi, quand on nous a répété le poids, avoir du poids, c'est pas beau, ou des choses comme ça, quand on a été, je dirais, matrixé, formaté à des choses aussi. Peut-être que la réponse est peut-être pas juste, fais du sport, ou peut-être que quand on a des comportements un peu je sais pas, dans l'addiction, peut-être qu'après on va être un peu trop accro au sport et on risque de faire l'inverse, en fait, finalement. Exactement. En fait, c'est très juste ce que tu dis. Tu risques de bouger le curseur Mm. et que finalement le sport devienne une obsession et là on tombe dans la bigorexie. Donc il faut faire hyper gaffe effectivement à ce dans quoi on s'oriente parce que potentiellement, si on a cette tendance un peu addictive, chaque nouveau truc qu'on va trouver, ça va être tous les jours. C'est un peu la pensée dichotomique, quoi. C'est noir ou c'est blanc Mm. et c'est tout ou rien. Et du coup, attention à ça. Et tout ça, ça se travaille. Et ce que tu citais aussi, toutes les remarques qu'on a entendues dans l'enfance, toutes les séries qu'on a vues, les images, etc. En fait, tout ça, ça nous a formaté. Et ce sont des questions qui sont centrales en thérapie et qu'on va aller bien évidemment travailler. Et l'écosystème des troubles alimentaires, de l'alimentation émotionnelle, je dirais pas qu'il est compliqué, mais il est hyper complexe. Et il y a finalement plein de points à aller visiter. Et c'est vrai que quand tu évoquais quelle technique on va chercher, eh bien peut-être que on va se réparer avec un accompagnant, avec un thérapeute, et on va aller voir plein d'items, plein de thèmes qui sont liés à ce qu'on est en train de vivre, mais que cette personne, elle n'a pas forcément les connaissances sur tel ou tel point, et on va faire le chemin avec une autre personne pour aller visiter tous ces points-là, puisque si on ne va pas visiter tout notre écosystème, il y a un moment donné, il va rester des résidus, ou ça peut revenir, ou alors ça peut se déplacer sur autre chose. D'où l'importance de finalement pas trop se lancer tout seul et de trouver un Ouais. thérapeute adéquat finalement pour nous guider, pour pas qu'on tombe dans un autre travers, parce que peut-être qu'on ne conscientise pas, mais qu'on a construit plein de murs en fait finalement, ou qu'on a des comportements addictifs, ou voilà, qu'il y a plein de choses qui se jouent et que tout seul c'est peut-être pas si évident que ça. C'est même pas du tout évident, Ouais. hein. Clairement, c'est pas évident. On peut quand même faire notre bonhomme de chemin, Mhm.
mais on résoudra pas forcément le problème. Et puis, on trouvera des stratégies de, bah voilà, je compte mes calories, je fais du sport, et c'est ça qui finalement m'empêche d'avoir des pulsions alimentaires. Est-ce que c'est souhaitable de vivre comme ça? J'ai envie de dire non. Mm. Oui, c'est ça. Finalement, il faut trouver sa bonne méthode, mais en faisant voilà, attention. Et puis c'est pas forcément en rappeler que c'est pas un gros mot de dire qu'on est suivi par un professionnel de santé, un psy, un psychiatre, un psychanalyste. Que ça peut il peut y avoir aussi on peut le rappeler, des hospitalisations aussi, tout dépend Bien du sûr, stade auquel on tout arrive et dépend de la quand gravité de ce ouais. qu'on vit, et les hospitalisations, parfois, elles sont souhaitables, hein, puisque comme je disais en début de podcast, il y a des troubles qui peuvent être graves, puisqu'on peut avoir des répercussions physiologiques qui peuvent conduire à la mort. Donc, bien évidemment, les hospitalisations, elles peuvent être souhaitables. Et il y a aussi ce qu'on appelle la comorbidité, hein, donc ce que je disais tout à l'heure. Il peut y avoir des cas de dépression, des cas d'anxiété, des cas de troubles anxieux généralisés qui vont nécessiter une hospitalisation. Donc finalement, c'est pour moi primordial dans ces cas-là, bien évidemment, de se faire accompagner. On peut aller en parler à son médecin traitant. Finalement, c'est la première personne à qui on peut en parler si on se sent bien avec ce médecin traitant. Si on ne se sent pas bien avec lui, bah, peut-être qu'on peut changer. Bon, je sais qu'avec les déserts médicaux, c'est pas forcément évident, mais si on en a la possibilité, c'est pas mal. Sinon, on va voir un psychiatre, mais le psychiatre, il va diagnostiquer le trouble, il va potentiellement nous aider avec des médicaments. Mais après, ça va être important de trouver une équipe, de former une équipe autour de soi qui est formée. Est-ce que c'est un psychologue? Est-ce que c'est un psychopraticien? Il faut qu'il y ait un relais entre la médecine allopathique et la santé mentale. Et ça, c'est super important. Dis-moi, est-ce qu'il y a, parce que pour moi j'ai bien fait le tour de mes questions, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter, des questions que je t'ai pas posées, voilà, dis-moi. S'il y a peut-être quelque chose qui me vient sur l'accompagnement des troubles alimentaires, ce que je disais tout à l'heure, c'est de se fier à son instinct, d'aller vers une personne avec qui on se sent bien. Quand même, il y a des warnings à avoir en tête. Aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, on voit fleurir plein de coachs TCA. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Voilà, c'est des gens qui ont vécu, souvent d'ailleurs, des troubles alimentaires, qui s'en sont sortis et qui vont développer une méthode et qui vont dire bah, il faut faire ceci, il faut faire cela, etc. Quand on souffre de troubles alimentaires, qu'on a vécu des psychotraumas, on peut être dans des états de vulnérabilité où on a l'impression qu'on a envie de faire un accompagnement avec cette personne, qu'on se sent bien et qu'elle a la bonne méthode. Pour moi, c'est gros warning. Alors peut-être que cette personne, elle va quand même nous aider, qu'on va se sentir bien, que ce coach est plein de bonne volonté. Néanmoins, quand il y a quelque chose qui est imposé, qui manque de nuances, que la personne vous dit ce que vous vivez et comment vous allez vous en sortir, prenez les jambes à votre cou, et puis je vais reprendre le titre de ton podcast, barrez-vous quoi. Enfin, il faut en fait finalement c'est on se casse, il faut absolument s'en aller, puisque cette personne va nous imposer quelque chose. Ça manque de nuances, il y a autant de réponses que d'individus, et le chemin thérapeutique pour s'en sortir et pour aller vers la guérison, il vient aussi de soi. Un accompagnant, un thérapeute n'a pas à vous dire comment vous en sortir. Il est là pour vous orienter, pour vous guider, pour vous donner des idées, mais en fait, c'est à vous de faire votre propre chemin et de trouver, de faire vos propres choix. Et ça, c'est aussi extrêmement salvateur en tant que dans notre parcours de vie, d'apprendre seul à traverser l'adversité et à s'en sortir. Donc, pour moi, la nuance chez un accompagnant, elle est vraiment de mise. On se barre. On se barre. On On se se barre. barre.